Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Défense sur i24 News. Cette semaine, on vous propose de revenir sur l'histoire de Mordechai Vanunu, l'homme qui a révélé au monde le programme nucléaire israélien avant son enlèvement par les services secrets du Mossad. Le lanceur d'alerte a été autorisé à s'exprimer cette semaine dans les médias israéliens. C'est une première depuis sa libération en 2004. On va écouter son interview dans un instant, mais d'abord, retour sur son parcours, c'est avec Alexandre Leduc. Héros pour les uns, traître pour les autres, le cas Mordechai Vanunu ne laisse personne indifférent en Israël. Né au Maroc en 1954, la famille de Mordechai Vanunu, famille religieuse composée de 13 âmes, émigre en Israël en 1962. Au lycée, Mordechai Vanunu est un élève moyen et il rompt une première fois avec la tradition familiale en s'éloignant peu à peu de la religion juive. Après un service militaire effectué dans le génie combattant, il retourne vivre chez ses parents à Beersheva. En 1976, il répond à une offre d'emploi publiée par la centrale de Dimona. Après une enquête de sécurité poussée et la signature d'un document le tenant au secret, il est engagé en tant qu'opérateur, puis après une nouvelle formation, devient technicien. En parallèle, Mordechai Vanunu entame des études de philosophie et de géographie à l'université Ben Gurion de Beersheva et se rapproche des étudiants arabes du Parti communiste israélien. Durant la première guerre du Liban, il est fiché comme militant d'extrême gauche sans jamais cacher ses opinions politiques, ce qui lui vaut une convocation de ses supérieurs à la centrale de Dimona. Prévoyant de le licencier, Vanunu prend les devants et démissionne en 1985 après 8 ans de travail. Avant de quitter la centrale durant son dernier jour, Mordechai Vanunu introduit clandestinement un appareil photo et prend une soixantaine de clichés afin de révéler ce qu'il considère un danger pour Israël et le monde, l'existence du programme nucléaire de l'État hébreu. L'ancien technicien de Dimona décide alors de quitter Israël et de découvrir le monde et notamment la Thaïlande, le Népal et l'Australie où il se convertit en 1986 au christianisme. Durant son périple, Mordechai Vanunu n'hésite pas à raconter son passé de technicien à la centrale nucléaire de Dimona. Mais Mordechai Vanunu en veut plus et souhaite que son histoire, que l'histoire du programme nucléaire israélien soit révélée à la face du monde. Pour ce faire, il cherche, moyennant finance, à faire publier ses clichés. À Londres, il est en contact avancé avec un journaliste du Sunday Times qui le met en garde contre ses révélations et les dangers qu'il encourt. Mais Vanunu fait fi de ces mises en garde et est charmé par une certaine Cindy, avec laquelle il s'envole le 30 septembre pour Rome. Il y est alors kidnappé par les services secrets israéliens qui n'annoncent son arrestation que le 9 novembre, soit un mois après la publication de ses clichés dans le Sunday Times. Mordechai Vanunu est entré dans l'histoire. Jugé en 1988, il est condamné à 18 ans de prison. Le 21 avril 2004, après 6413 jours de détention, Mordechai Vanunu recouvre la liberté. Et je vous le disais, Mordechai Vanunu a donc été autorisé à s'exprimer pour la première fois dans une interview accordée à nos confrères de la deuxième chaîne de télévision israélienne. C'était cette semaine. Il raconte le processus qui l'a amené à faire ces révélations fracassantes au cours de ses années de travail à Dimona. Et comment, vous allez le voir, il a été dupé par une touriste américaine qui s'est révélée être un agent du Mossad. Mordechai Vanunu, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça en valait la peine ? La question n'est pas de savoir si ça en valait la peine, mais si ce que j'ai fait était juste ou non, et si le prix que j'ai payé était justifié ou non. C'est plus compliqué que cela. Alors je m'adresse à l'homme Mordechai Vanunu. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez, compte tenu de ce que ça vous a coûté ? Je l'ai fait parce que personne d'autre ne l'aurait fait à ma place. Personne n'en avait la capacité ou s'en sentait le devoir. Et parce que je suis parvenu à la conclusion que l'opinion publique, le Moyen-Orient et le monde entier devaient connaître l'existence de cette poudrière. Les quantités, les chiffres, les matières manipulées dans un petit pays qui en 1986 comptait seulement 5 millions d'habitants. Revenons aux faits. Vous avez travaillé comme technicien nucléaire durant 9 ans, depuis 1976. Quand est-ce que vous avez réalisé ou décidé de passer à l'acte ? C'est une pensée qui a mûri en moi durant des années. Plus je travaillais, plus j'avançais dans ma fonction, plus je prenais conscience de ce qu'ils étaient en train de construire et la signification de ce que je faisais. Et alors l'idée qu'il fallait qu'Israël et le monde sachent la vérité a fait son chemin. Revenons à ce moment où vous décidez de prendre une caméra. Vous vous rendez dans l'infrastructure la plus protégée d'Israël et vous vous mettez à filmer. J'ai décidé de filmer avant qu'on me licencie. On ne sait jamais qui peut rentrer ou sortir, alors j'ai décidé qu'au moment où j'allais quitter mon travail, 1 ou 2 mois avant, j'allais introduire ma caméra, filmer et prendre le matériel avec moi. Quand vous vous mettez à filmer, personne ne remarque ? Comment c'est possible ?
Dans ce genre de travail, on fait les 3-8 et pendant la nuit, il y a moins de monde, il y a également une pause pour dîner. Alors, pendant que les gens mangent, un homme reste seul pour faire la garde et pendant ce laps de temps, c'était possible de filmer. Après avoir filmé, vous quittez votre travail, vous vous rendez en Thaïlande, puis en Australie. Puis vous commencez à faire avancer les choses en voyageant à Londres pour rencontrer un journaliste du Sunday Times. Vous ne vous dites pas à ce moment-là que le Mossad commence à vous chercher ? Bien sûr que je me suis dit qu'à partir du moment où j'ouvrais ma bouche, le Mossad serait à mes trousses. Et alors une course s'est engagée, l'un de nous deux devait arriver premier. Soit ils arriveraient à m'attraper, soit j'arriverais à publier la vérité. Et pendant tout ce temps-là, où se trouvent les preuves ? À Sydney, en Australie. Et où se trouvent exactement les photos pendant tout ce temps-là ? Sur moi, dans mon sac à dos avec lequel je me baladais en Thaïlande, à Bangkok et à Katmandou. Donc en fait, vous vous baladiez avec une véritable bombe accrochée à votre dos. Oui, et j'ai même pris le risque que les photos puissent brûler. Je voudrais qu'on revienne ensemble sur ce moment où vous vous rendez dans un bar à Londres et vous rencontrez alors une femme qui se présente comme une esthéticienne américaine, une jeune femme blonde qui se prénomme Cindy. Ce n'était pas dans un bar, c'était dans la rue. Je traversais la voie, elle aussi traversait dans le sens inverse et on s'est mis à parler. Elle était en voyage, moi aussi. C'est vous qui avez engagé la conversation ? Oui, c'est la meilleure façon de faire tomber un homme. Vous le laissez prendre l'initiative. Si c'était elle qui avait engagé la conversation, alors j'aurais été suspicieux. Mais c'est moi qui ai pris l'initiative, c'est moi qui lui ai parlé. Mais je ne comprends pas. Vous êtes dans la rue, vous voyez une jeune fille blonde et vous allez lui parler. De toutes les filles au monde, il a fallu que vous choisissiez celle du Mossad ? Il y en avait plein du Mossad. Ah bon, il se peut qu'il y en ait d'autres sur place ? Évidemment, à chaque coin de rue. C'était une véritable romance ? Oui, une romance, mais sans rien, il ne s'est rien passé. Mais vous êtes tombé amoureux d'elle ? Oui, je ne suis pas tombé amoureux d'elle, je me suis juste dit que c'était une relation qui pouvait aboutir à quelque chose. Et quand est-ce que vous avez réalisé que vous vous étiez fait piéger, que c'était une agente du Mossad, qu'il vous avait attrapé ? Seulement au moment où le Mossad m'est tombé dessus dans mon appartement à Rome, en Italie. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre, et encore, j'ai pensé que c'était elle aussi une victime. 3 jours plus tard, quand j'étais sur le bateau qui m'a amené en Israël, je suis arrivé à la conclusion qu'elle faisait partie du plan. À vrai dire, je lui ai dit dès que je l'ai rencontrée que c'était une agente du Mossad. Et puis j'ai abandonné l'idée. Et vous avez tout de même continué de lui parler. Je lui ai dit « Peut-être que tu es un agent du Mossad ». Et comment a-t-elle réagi ? Elle m'a dit qu'elle m'emmènerait à Philadelphie, qu'elle me mettrait en contact avec son avocat. Je lui ai raconté mon histoire. Elle m'a dit qu'elle m'aiderait à me défendre aux États-Unis. J'y ai cru. Mais vous êtes parti à Rome avec Cindy. Comment est-ce qu'elle vous a dit ça ? Mordechai, viens, on part à Rome, 2 jours seulement après vous avoir rencontré ? Elle m'a dit « Ma sœur est à Rome, alors allons-y ». Alors j'ai dit au Sunday Times « Publiez les preuves ». Et eux me répondaient « Oui, la semaine prochaine ». Alors j'ai pensé « Je vais voyager 2 jours en Italie ». Parce que je sentais que le Mossad était après moi à Londres. Alors je me suis dit que j'allais aller ailleurs. Vous vous réveillez à Rome et que vous disent les agents du Mossad ? Je leur demande qui ils sont et où ils m'emmènent. Ils refusent de me répondre, rien à faire. Je leur dis que je veux parler à leur commandant, ils refusent aussi. Ils n'ont donc pas répondu à mes questions et ils ne m'ont pas dit où on allait jusqu'à la dernière nuit. Vous avez essayé de vous enfuir ? J'étais attaché comme Kunta Kinte, pieds et mains liés au lit avec des chaînes. Même lorsque je mangeais, je restais attaché. Je suis resté attaché à mon lit pendant 7 jours. Ils ont mis en place une opération vraiment spéciale. Ce n'est pas vraiment une capture. N'importe quel homme peut faillir à cause d'une femme, vous y compris. Dora Ben Sapir, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on a réagi en Israël? Est-ce que c'était vraiment une surprise lorsque Vanunu a révélé ce programme nucléaire? Écoutez, pas vraiment, parce que c'était un petit peu un secret de polichinelle. En Israël, quasiment tout le monde savait qu'Israël est devenu une puissance nucléaire, même si officiellement Israël ne reconnaît toujours pas faire partie de ce club très fermé des puissances nucléaires. Apatrie à la recherche de pays. Apatrie à la recherche de pays. Ou alors, lorsqu'on